Madame, Monsieur, merci infiniment d'être avec nous. Édition spéciale de la rédaction de TV5 avec un invité prestigieux, certainement l'un des hommes qui ont le plus marqué l'histoire du siècle, l'un de ceux qui ont bouleversé les données. Mikhail Gorbatchev est avec moi. 10 années après la chute de l'Union soviétique, prix Nobel de la paix, l'homme qui a permis la fin de la guerre froide, l'homme qui a permis d'éviter peut-être au monde une catastrophe nucléaire. Merci infiniment, Monsieur Gorbatchev. J'avais envie de vous demander d'abord comment allez-vous ? On a été inquiet, vous avez été hospitalisé il y a quelques jours. Bon, je me sens bien. Je suis en pleine forme. Mais c'est vrai, j'ai dû avoir un coup de surmenage. Les médecins m'ont bien traité. Il est vrai que dans la presse, il y a eu des articles assez alarmants, mais comme l'a dit Mark Twain dans d'autres circonstances, les bruits sur mon état grave sont quelque peu exagérés. Bon, eh bien, on est ravis de le savoir en tous les cas et de vous avoir là parce que vous êtes très actif. Alors, vous publiez un livre, voilà, ça s'appelle Dialogue pour la paix et c'est un livre très important. Vous dites d'ailleurs dans ce livre, jamais jusqu'à mon dernier souffle, je n'arrêterai de me battre pour mes idées, c'est-à-dire les idées de démocratie. C'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle, surtout qu'on vient de célébrer le 10e anniversaire de la chute de l'URSS. D'aucuns se demandent si la perestroïka était indispensable. On a imposé d'autres illusions à la place des illusions communistes, comme disent certains. Eh bien, moi, je pense que ce que nous avons proposé, ce que nous avons appelé perestroïka, c'était une politique tout à fait indispensable qui a commencé à un moment très opportun à l'époque où le pays s'essoufflait, où le pays n'en pouvait plus, où il y avait une stagnation, où le peuple était humilié, alors que c'est un grand peuple, un peuple hautement éduqué, un peuple riche en talent. Eh bien, ce peuple était privé de son énergie sociale. La situation dans le monde, d'autre part, était également très tendue. Tous les matins, on se réveillait, on se demandait, la menace nucléaire, est-ce qu'elle est devenue encore plus grave? C'est vrai que la course aux armements était complètement effrénée à cette époque-là. Je ne parle même pas du côté financier. Tant de dollars, tant de roubles, milliards de dollars dépensés pour rien. Mais en plus, c'était un danger pour l'humanité. Et moi, je voyais très bien ce danger. Je connaissais parfaitement notre potentiel nucléaire. Et c'est ces facteurs extérieurs, aussi bien qu'une série de facteurs internes, qui m'ont poussé à procéder à ce qu'on a appelé perestroïka. Pour moi, c'était très important pour en finir avec l'absence de liberté. Je voulais ouvrir ce pays, l'ouvrir au monde. Je voulais aussi que les relations internationales soient dégelées pour remplacer ce face-à-face néfaste par quelque chose de plus amical, parce que le monde est un et indivisible. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ? Je pense que j'ai quand même réussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que ce soit en Russie, même si la perestroïka a été interrompue au moment où la crise était presque derrière nous, où nous étions prêts à signer un nouveau traité de l'Union, où nous étions prêts à réformer en profondeur le Parti communiste. C'est à ce moment-là où la nomenclature qui a compris que c'était la fin de son existence sans nuage, cette nomenclature s'est révoltée parce qu'elle ne voulait pas vivre selon les nouvelles règles de démocratie. C'est là que ces membres de nomenclature ont organisé un putsch. Néanmoins, il y a la liberté, il y a le pluralisme politique, la liberté de conscience.
la liberté de confession, la liberté d'être dissident, et le pluralisme économique aussi, et l'ouverture face au monde. Ce sont là les acquis. Tout ça, ça marche. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes libres jusqu'à la fin de nos jours, car il faut apprendre à vivre avec la liberté. Je pense que si on avait conservé l'Union soviétique au lieu de l'abolir d'une manière aussi brutale, si on avait entrepris sa transformation en profondeur progressivement, la situation aurait été tout autre. Mais cette chute brutale de l'Union soviétique a radicalement transformé la situation. Ce pays était indivisible, comme je dis, c'était un seul État formé depuis des siècles. Il y avait des liens indestructibles. Et c'est là la source de beaucoup de maux que l'on voit aujourd'hui en Russie post-soviétique et sur l'espace post-soviétique. Mais en fait, les idées de la perestroïka étaient de grandes idées. Ces idées sont loin d'être épuisées. Nous avons proposé de nouvelles approches vis-à-vis du monde extérieur. Nous avons compris qu'il ne fallait pas compter sur la force, sur la domination. Il fallait prendre pour point de départ l'équilibre des intérêts. Vous avez grandi tout d'abord dans l'appareil soviétique. Vous avez fait partie de ce système Brejnev. Vous avez été influencé par Khrouchtchev. Vous aviez conscience que ce système était voué à sa perte. Oh là, il y a beaucoup de souvenirs, bien entendu. Vous avez face à vous quelqu'un qui a dépassé ses 70 ans, donc j'ai pas mal de souvenirs derrière moi. J'étais là pendant la guerre. J'étais là au moment où le pays a été occupé par les nazis. Je me souviens quand mon grand-père a été arrêté. Et après mes études supérieures, quand j'ai commencé à faire de la politique, j'ai compris que ce système n'est pas viable parce que ce système freine les potentialités des hommes. Vous comprenez, la Russie, qui était un pays pratiquement ignare, est devenue un pays hautement développé, avec un corps enseignant que tout le monde nous a jalousé. Avec les meilleurs médecins au monde, mais tous ces gens-là, tous ces excellents experts, tous ces spécialistes étaient écrasés par le système. C'était humiliant et c'était aussi contre-productif. C'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre et j'ai commencé à mon niveau, dans la région de Stavropol. C'est là que j'ai lancé ma petite perestroïka, mais j'ai senti tout de suite la résistance du système. J'ai senti jusqu'où ne pas aller. On pouvait ne pas aller trop loin. J'avais compris qu'il fallait chercher la solution à Moscou. Mais quand je me suis retrouvé à Moscou, je n'ai rien pu faire. Attendez, je vais terminer. Mais tout comme Khrouchtchev, tout comme Kosygin, j'avais quelques illusions. Je pensais que ce système était réformable, qu'il fallait simplement y appliquer un peu de démocratie, un peu d'humanisme, un peu de respect pour le peuple. Eh bien, je me suis trompé, et alors c'est là que j'ai compris qu'il fallait carrément abandonner le système, il fallait chercher un autre système. Et ce n'était pas facile, croyez-moi. Car moi, j'ai adhéré au Parti communiste très tôt, j'étais encore étudiant. Et moi, j'y croyais, moi. Pour moi, le parti, ça comptait. Les idées communistes, ça manquait. Ça comptait. Il y en a qui disent, bien sûr, il le savait dès le début, il était encore à l'école maternelle, il savait déjà que le système n'était pas viable. Ce sont des mensonges, c'est pas vrai. Quand on analyse son époque, il faut faire preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle. Dans ce livre, vous citez Lénine, vous parlez même de Marx. Vous avez même une certaine admiration pour Lénine. Vous dites même que la perestroïka a été influencée par les idées d'octobre. Je dois vous dire que Marx et Lénine, ce sont des grandes personnalités pour moi. Pour moi, Marx est un grand scientifique de son époque. Si vous prenez son ouvrage, Das Kapital, Le Capital, c'est quelque chose que nous étudions toujours. Mais quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? C'est autre chose.
Pour ce qui est de Lénine, c'est une grande personnalité, c'est quelqu'un qui a dirigé la révolution, et ce n'était pas un complot, ce n'était pas un coup d'État, c'était effectivement une transformation en profondeur, ce qu'on appelle la bolchevisation du pays. Il faut lire ce qu'on écrivait tout de suite après la révolution, et les auteurs de tous ces ouvrages n'étaient pas communistes. Ce pays était en crise et il cherchait désespérément une issue, une porte de sortie. C'était en 1905, durant la première révolution. C'était en 1917. C'est la Première Guerre mondiale qui a accéléré ces processus. La Russie voulait devenir un pays industriel, un pays moderne. Il fallait enlever les freins que représentait le tsarisme. Donc, je pense que la révolution a été accélérée par la Première Guerre mondiale, mais la révolution était déjà mûre. Elle était déjà là. Par contre, les bolcheviks, à mon avis, ont fait une erreur qui était qu'au lieu de continuer les idées de la révolution de février, les idées de démocratie, ils ont imposé au monde entier une dictature, des répressions. C'était une violence qu'ils ont fait à ce pays. Mais même malgré cela, durant toutes ces années, il y a eu énormément de progrès. Ce pays est devenu un pays hautement industrialisé, très développé sur le plan scientifique, très développé sur le plan culturel. Tout le monde a appris à lire et écrire. Il y a eu de grandes choses qui ont été faites, donc il y a beaucoup de contradictions. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pour cela que quand nous avons lancé cette idée de la perestroïka, nous avons toujours dit que le système représentait un frein. Ce régime totalitaire était un frein pour le développement, mais il ne fallait pas pour autant rejeter tout ce qui était positif, tous ces acquis. Ça veut dire qu'il fallait sauver pratiquement l'Union soviétique. C'est ce que vous avez essayé de faire, mais en vain. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le putsch manqué contre vous, et puis ensuite l'arrivée au pouvoir de Boris Yeltsin dans des conditions dramatiques, extrêmement pénible à vivre, et puis ces journées où les chars ont tiré dans Moscou, où vous dites, ce jour-là, on a compris que la Russie ne pouvait pas être tout de suite une démocratie. Vous revivez, vous pensez encore à ces moments où tout a basculé? Pour moi, ce sont des événements que je ne suis pas prêt à oublier. Et puis, de toute manière, tout ce qui se passe en Russie, tout ce qui se passe sur l'ensemble de l'espace post-soviétique, tout cela est lié à cette époque. À l'époque de 1989. Car en 1989, nous avons tenu les premières élections libres dans toute l'histoire de la Russie, plus que millénaire. Et la nomenclature a perdu les élections. Pour la première fois, elle s'est présentée aux élections et elle a perdu. Elle a été battue de plate couture. 35 secrétaires du parti qui dirigeaient des républiques, qui dirigeaient des régions entières, ont perdu les élections contre des parfaits inconnus. Mais ces inconnus vivaient dans l'esprit de la liberté. Alors, ils ont compris, les membres de la nomenclature, pour qui sonnait le glas. Au lieu de jouer selon les nouvelles règles, les membres de la nomenclature ont commencé à résister à la perestroïka. Et il fallait surtout, dans leur esprit, se débarrasser de Gorbatchev. Je suis devenu quelqu'un, un ennemi à abattre. Ils ont préparé une réunion plénière du bureau politique pour que Gorbatchev démissionne. Mais c'est moi qui ai demandé ma démission. Ils sont restés pendant 2 heures sans savoir ce qu'il fallait faire. Et au bout de 2 heures, ils m'ont demandé de retirer ma démission. Mais je pense que je me suis trompé. Il fallait qu'en avril 1991, je démissionne. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Car le parti qui, à l'origine, était pour les réformes est devenu un frein pour ces réformes.
Et toute cette nomenclature est devenue une force contre-révolutionnaire. Vous avez eu peur quand vous avez été aux mains des putschistes, quand le monde s'est demandé si, jusqu'au jour où on vous a vu descendre de cet avion fatigué avec votre épouse Raïssa, où l'on s'est dit qu'on avait même peur pour votre vie, alors que le monde basculait. Видно, что пережили вы. Ah oui, c'est vrai, c'était un moment terrible. Mais Dieu merci, la nature a été généreuse avec moi dans des situations de crise. Je ne panique pas, je n'ai pas peur. Mais c'est vrai que la question se posait très simplement, être ou ne pas être. Les putschistes ont perdu avant de proclamer qu'ils s'emparaient du pouvoir. Ils n'ont pas perdu le 20 août ou le 21 août. Ils ont perdu le 18 août quand ils sont venus me voir en Crimée et ils ont exigé que je signe ma démission au profit de Yanayev, qui était mon vice-président. Et c'est là que j'ai refusé net et j'ai dit que j'exigeais une convocation immédiate, soit du Congrès et du peuple, soit du Parlement, pour que le peuple décide s'il fallait continuer la perestroïka ou qu'il fallait l'arrêter. C'est là qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient rien obtenir pacifiquement, et c'est là qu'ils ont lancé leur putsch. Et ils ont déclaré au monde entier que j'étais malade. C'est pour ça qu'ils m'ont isolé du monde extérieur. Ils ont complètement coupé les contacts entre moi et le monde extérieur. La seule liberté que j'avais, c'est de me promener sur la plage. Alors, je sortais tous les matins pour qu'au moins les autres me voient. Et tous les jours, j'ai préparé des déclarations pour qu'elles soient transmises à Moscou. Ils m'ont assuré que mes déclarations seraient transmises, mais ils comptaient sur le temps. Ils pensaient qu'en 3-4 jours, ma résistance serait complètement dépassée. C'est vrai que c'était un drame et ma famille a été grandement touchée par tout cela. Raïssa a été très touchée. Ah, c'est vrai. J'ai dit à toute ma famille, je les ai réunis, et je leur ai dit, il y a une drôle de délégation qui est arrivée, qui vient me voir. Je pense qu'il s'agit de quelque chose de grave et qu'il m'exige que je rende le pouvoir. Ou peut-être autre chose encore. Moi, j'ai dit tout de suite que je ne suis pas d'accord pour me rendre, même si je dois payer de ma vie, je ne me rendrai pas. Alors, Raïssa, ma fille Irina, mon gendre, m'ont soutenu jusqu'au bout et m'ont dit qu'ils seraient avec moi. Après, Raïssa a eu une crise Enfin, il a fait une dépression, il ne parlait plus, c'est trop dur, non, je ne vais pas en parler. C'était vraiment une époque très difficile. Mais je peux vous dire que les membres de ma famille ont été à la hauteur. Et c'est cela qui m'a donné des forces. Cette confiance dont a fait preuve ma famille à mon égard, ça a été très important pour moi, sur le plan moral. Il y avait toute cette résistance organisée par Yeltsin à Moscou. Et c'est cela qui a fait écraser le putsch. À cette époque-là, Yeltsin a joué un rôle éminent. Après, ça a été bien différent. Oui, mais c'est toujours comme ça. On a toujours des vertiges quand on remporte trop facilement des victoires.
C'est surtout vrai pour ceux qui aiment trop le pouvoir. Ceux qui aiment trop le pouvoir ne sont pas mûrs pour exercer les responsabilités. Alors lui, après cette victoire écrasante, il a eu un vrai vertige du pouvoir, un vrai vertige du succès. Cette fameuse image où on le voit, vous forcez à lire la liste de ceux qui vous avaient trahi lors d'une séance publique à la Douma, c'est des moments terribles, historiques. И попросили прочитать список тех, кто вас предал. Это был спектакль прямо разыгран. Non, mais c'était Чтобы унизить Горбачева. un spectacle monté de toutes pièces. C'était pour humilier Gorbatchev. Ельцин просто питался этой атмосферой. Pour Yeltsin, il buvait du petit lait là. Горбачев что-то может сказать публично. Il attendait ce moment toute sa vie pour pouvoir m'humilier publiquement. Вы, если вы считаете себя демократами, Et moi, je leur ai dit à tous, должны быть ими. si vous vous dites démocrate, il faut être démocrate jusqu'au bout. Я слышу выкрики из зала «Долой коммунистов», всех их выгнать из страны. Car j'entends crier dans la salle « Abat le communisme », il faut virer tous les communistes, il faut les chasser du pays. Знаете, даже больной мозг Сталина до этого не додумывался. Et moi j'ai dit, même Staline n'a jamais pensé à une idée aussi radicale, même s'il était complètement malade. On a 18 millions de communistes dans ce pays. Et avec leurs membres de famille, ça fera quelques 35 millions. Qu'est-ce que vous allez les expulser tous? Mais enfin, vous n'êtes pas bien. Je leur ai dit, si vous êtes démocrate, soyez démocrate. Et c'est là que ma bataille contre Yeltsin a commencé. Même si au départ il voulait que nous collaborions, et je lui ai dit que j'étais prêt à collaborer, que j'étais prêt à le défendre, mais à condition qu'il poursuive sur la voie de la démocratie. Ce qu'il a commencé à faire à partir du 2 ou du 3 janvier 1992, c'était une véritable aventure. Une totale destruction du pays en 10 ans. Ça veut dire que il y a les 2 tiers de la population qui sont au-dessous du seuil de la pauvreté. Au moment où il est parti, il a avoué lui-même, il a dit très franchement, seule une frange infime de la population a gagné pendant ces 10 ans. Tous les autres ont perdu, et il a demandé pardon au peuple. Sur des années de gâchis, selon vous. Aujourd'hui, vous défendez le pouvoir de M. Poutine. Vous venez de fonder un parti social-démocrate et en quelque sorte, on a l'impression que la lutte continue. Mais le peuple n'a pas toujours été reconnaissant, le peuple russe à votre égard. Alors vous avez toujours été très populaire en Europe. On a pu parler de Gorbimania et le peuple, on a eu l'impression qu'il ne vous a pas suivi. Mais est-ce que vous avez remarqué des changements qu'il y a eu ces dernières années? Vous n'avez rien remarqué? Eh bien, vous ne connaissez pas la Russie. Ah, c'est vrai. Vous la connaissez mal. La Russie est en train de changer. Il y a énormément de changements. Tant et si bien que d'aucuns disent déjà que Poutine fait preuve d'un gorbatchevisme de mauvaise allure. Car pour le président de la Russie, c'est les intérêts nationaux qui priment maintenant et non pas les intérêts de tel ou tel clan. Et ça a toujours été la position de Gorbatchev, la mienne. Il fait du Gorbatchev à quelle heure? Другими словами, Путин проводит горбачевскую политику, можно сказать. Нет, я не думаю, что это так. Non, je ne pense pas qu'on puisse aller aussi loin. Возможно сопоставлять. On peut comparer ses positions avec celles qui étaient les miennes à l'époque. Le président, tout comme moi, pense que la mentalité de notre peuple est plutôt social-démocrate. Notre peuple ne veut pas revenir en arrière. Si on accepte une petite minorité, il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut que la France le sache et le monde entier le sache. Les gens sont nostalgiques, malgré tout. Les sondages montrent que les Russes regrettent la fin de l'Union soviétique. Ah, tout à fait. Là, c'est vrai. Mais par contre, quand on leur demande s'ils sont pour le rétablissement de l'Union soviétique tel que ce pays a existé, eh bien, si vous me parlez de sondage, il n'y a que 6%, 7% peut-être,
qui regrettent l'Union soviétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie, mais les gens sont nostalgiques parce que le pays n'a pas su être réformé. C'est vrai que c'était un énorme mécanisme totalitaire, c'était une machine trop lourde à l'époque où tous les autres pays se développaient très rapidement. L'Union soviétique calait carrément. L'Union soviétique n'avançait plus. Et c'est vrai aussi que historiquement, l'Union soviétique a été créée au début des années 20. À l'époque, il y avait très peu d'intellectuels dans toutes les républiques soviétiques. Par contre, à la fin des années 80, ce n'était plus le cas. Le niveau de l'éducation est devenu très élevé. Bien entendu, il fallait décentraliser. Bien entendu, il fallait rendre le pouvoir aux républiques de l'Union soviétique. Ça, c'était des problèmes objectifs qu'il fallait résoudre. Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait démanteler l'Union soviétique. Il fallait la décentraliser. Et ce nouveau traité de l'Union que j'ai évoqué, que nous devions signer justement le 20 août 1991, ce traité prévoyait une décentralisation en profondeur. Donc je peux vous dire que les gens ne veulent pas revenir en arrière, mais en même temps, ils regrettent l'Union soviétique. C'est vrai. Ils regrettent que l'Union soviétique, au lieu d'être réformée, a été démantelée. Et moi aussi, je le regrette. Je le regrette. Au contraire, je pense que c'est peut-être mon échec le plus grave. Je voudrais quand même, il ne nous reste que quelques secondes, M. Gorbatchev, dire qu'il y a l'Europe qui se construit. Vous êtes président aujourd'hui de la Croix-Verte internationale qui lutte pour l'environnement, ce qui est tout à fait fondamental, contre notamment les armes chimiques. On voit actuellement une situation de guerre en Afghanistan, un conflit presque à l'échelle planétaire avec le terrorisme désormais qui est une véritable menace. Qu'est-ce que vous dites? Dans un livre, vous dites qu'il y a des valeurs, il faut revenir à ces valeurs. Est-ce que vous pensez bien que le monde libre, entre guillemets, a les moyens de se défendre? Tout à fait, je suis persuadé que c'est vrai. Но я должен сказать, я уже в первые 2 часа говорил, что мы не должны поддаваться панике. Mais j'ai toujours dit, tout de suite après ces événements, qu'il ne fallait pas paniquer, que les terroristes essayent de nous déstabiliser, de nous déséquilibrer. Mais c'est nous qui détenions la vérité, c'est nous qui avions le pouvoir. En même temps, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas s'abaisser au niveau des terroristes. Il ne fallait pas utiliser les moyens terroristes pour combattre le terrorisme. Je pense que le monde a fait preuve d'une certaine solidarité après les événements du 11 septembre. Le monde a fait preuve d'une grande sympathie vis-à-vis du peuple américain. Il y a eu une coalition très très large, je dirais même hétéroclite. On n'a jamais pu imaginer des partenaires aussi hétéroclites au sein de la même coalition. La Syrie, la Chine, d'autres pays arabes, l'Europe, Cuba. Donc face au danger, tout le monde a resserré les rangs. Est-ce qu'il fallait frapper l'Afghanistan? Les États-Unis ont été dûment mandatés par le Conseil de sécurité et ce mandat leur a été délivré car on savait qu'il y avait un réseau de camps d'entraînement de terroristes. On savait que le régime taliban était le protecteur de ces terroristes. C'était une pieuvre qui s'étendait vers d'autres pays également. C'était un nid de guêpes qu'il fallait absolument anéantir. Attendez, on a d'abord proposé aux talibans d'extrader les terroristes, de coopérer avec les États-Unis, avec le Conseil de sécurité. Mais ils n'ont jamais accepté. Il a fallu agir. Je pense que c'est justifié, c'était justifié. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on voit quand même des victimes parmi les civils. Est-ce que la guerre est la solution? Parce que malgré tout, il y a la guerre en Tchétchénie, par exemple, qui a beaucoup choqué en Occident, même si la Russie a estimé que c'était une guerre aussi contre le terrorisme. Mais est-ce que la guerre, vous qui avez vécu terriblement la Seconde Guerre mondiale, et vous dites que c'est ça qui a déterminé tout votre engagement, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'il y a d'autres solutions que la guerre?
Ce qui m'inquiète un peu, c'est cette espèce d'euphorie qu'on ressent après la victoire, l'écrasement des talibans. Et je commence à craindre que d'aucuns pensent que la force militaire est le principal moyen de lutte contre le terrorisme. Mais c'est une bêtise, c'est un manque de responsabilité. Si dans tous les cas de figure où il faut combattre le terrorisme, dans tous les cas où il y a des manifestations terroristes, eh bien, si dans tous ces cas de figure, on lance des flottes, on lance l'aviation stratégique, on lance toute la puissance de l'OTAN et des autres pays, eh bien, je pense que c'est une grave erreur. Et cette erreur aura pour conséquence d'énormes destructions, un très grand nombre de victimes et une espèce de déferlement de haine. Et ce sera un boomerang qui va nous revenir. Le monde sera terrible dans ces conditions. Je vois qu'à l'heure actuelle, ce sont les militaires qui font la loi et montrent aux médias à quel point ils sont forts. Ils disent, donnez-nous un objectif et on va accomplir notre mission. On va bombarder tout autour de nous, mais je pense que c'est absolument irresponsable. Ce n'est plus de la politique, c'est de l'agitation de bas étage, c'est de la folie. Il faut qu'on se souvienne que le terrorisme est impardonnable, il n'a pas le droit d'exister, mais nous avons des moyens politiques, financiers, politiques, culturels, d'autres encore pour le combattre. Deuxièmement, le terrorisme a pour terreau la pauvreté, l'État arriéré. On a 3 milliards de personnes dans ce monde qui vivent avec $2 par jour. Ces gens-là deviennent complètement désespérés, c'est normal. Et tant que cette situation perdure, les terroristes auront toujours des volontaires. Tout d'abord, les terroristes auront beau jeu dire qu'ils agissent au nom des pauvres. Et ce sera toujours une espèce de bouillon de culture qui alimentera le terrorisme. Car ces gens qui sont dans la misère absolue, le dénouement absolu, seront prêts à prendre le parti de n'importe qui pour protester contre leur vie misérable. Il faut combattre les terroristes, il faut combattre leurs organisations, mais surtout par des moyens politiques et autres, mais sans recourir à la guerre, sauf dans des cas absolument exceptionnels. Cette coalition, ce n'est pas uniquement pour le temps de guerre, ce n'est pas uniquement pour combattre les terroristes. On a aussi besoin de cette coalition pour édifier un nouvel ordre mondial. Le pape de Rome a bien dit qu'il nous fallait un nouvel ordre mondial qui soit plus stable, plus juste, plus humain. Eh bien, je n'ai rien à rajouter. Je souscris totalement à cette idée. Mais pour cela, il faut agir au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, dans les organisations régionales. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettront de surmonter les contradictions qui existent encore entre nous. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de bombes, on n'aura plus besoin de missiles. On agira grâce à notre union. À notre cohésion. Ouais. On peut encore rêver à la politique. Voilà, c'est ça ce que vous voulez nous dire, M. Gorbatchev. Moi, je suis très réaliste. Je suis vraiment un réaliste très dur, je dirais. Face aux événements yougoslaves, j'étais très, très critique. J'ai dit qu'il va falloir payer. L'histoire va nous présenter des comptes. Vous vous souvenez, à cette époque-là, les États-Unis disaient on n'a plus besoin des Nations Unies, on a besoin de l'OTAN. Seule l'OTAN peut mener le jeu. On n'a plus besoin de la Russie ou de la Chine, on n'a plus besoin de l'Inde. Mais à la fin, il a fallu quand même s'adresser à la Russie, s'adresser au Conseil de sécurité pour en finir avec cette marmite du Kosovo. Donc, je suis réaliste. Et pour la place dans l'histoire que vous allez laisser, c'est quelque chose qui compte pour vous, la place dans l'histoire?
Je n'y pense même pas. Я живу в конкретном мире, это моя Je жизнь. vis dans un monde d'aujourd'hui, un monde concret, c'est ça ma vie. Что было бы Et je полезно veux для faire людей. aujourd'hui et maintenant quelque Если это chose окажется d'utile. еще услугой для будущих поколений, Si je rends un service aux générations à venir, tant mieux. Ce serait une très grande récompense pour moi. Merci, merci d'avoir été avec nous. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale sur TV5.